il est probable que justement tout ce qu'on a verbalisé autour du climat soit relativement faux, et surtout qu'on ne prenne pas en cause. Alors c'est là où toi c'est-à-dire ce qu'il dit, c'est très intéressant. Il dit, écoutez, la science, on fait des hypothèses qu'on peut infirmer ou confirmer. Bon. Et il dit, pour confirmer l'hypothèse, dans un certain nombre de sciences, on essaye de faire des expériences et on voit si on peut les répéter. Bon, ça, on peut pas le faire dans le climat. Mais par contre, on peut faire si on a fait des hypothèses, on peut voir comment ça aurait marché dans le passé. Or, il n'y a pas un seul des modèles, d'après lui en tout cas, qui puisse expliquer la température qui s'est passée dans le passé. Et il dit la quasi-totalité des chiffres qui nous sont donnés sont faux ou manipulés. Ainsi, par exemple, il n'y a pas eu d'augmentation des catastrophes, des tornades, etc. Il y a même eu une diminution. Il n'y a pas eu de plus de jours chauds aux États-Unis qu'en 1900. Et il dit surtout ce qui est embêtant avec les modèles, c'est que quand vous essayez d'expliquer ce qui s'est passé dans le passé, ils n'y arrivent absolument pas, et ils ont des erreurs d'estimation de l'ordre de 3 degrés. Ouais. Et ils nous annoncent 2 degrés pour dans 50 ans. Et dans ces modèles, ils ne prennent pas en compte les 3 ou 4 facteurs les plus importants dans le climat. Le premier, c'est les courants El Niño, El Niña, vous savez, dans le Pacifique et l'Atlantique. Là. Le troisième, c'est le balancement décennal des courants à l'intérieur du Gulf Stream, enfin de l'Atlantique. Et le quatrième, c'est les nuages. Personne ne comprend ce qui se passe dans les nuages. C'est d'une complication extraordinaire. Donc, il dit, on est en train de forcer un changement de civilisation, littéralement, sur l'énergie, alors que nous n'avons aucune preuve réelle que ce soit d'origine humaine, parce qu'il dit la variation des températures est parfaitement dans la norme de celle qui s'observe depuis 1000 ans. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti de l'épure. On n'a pas eu d'un seul coup une augmentation comme ça. Il dit il y a eu des augmentations. Par exemple, il y a eu un réchauffement, puis un refroidissement, puis maintenant on est dans un réchauffement. Mais enfin, ça n'est pas absolument anormal. On peut être en chemisier en novembre. On peut être en chemisier en novembre, ça peut arriver. C'est arrivé dans l'histoire. C'est arrivé dans l'histoire. Il ne faut pas oublier encore une fois que toutes les périodes d'augmentation des températures naturelles, parce que là n'avait rien à voir, dans l'histoire, ont été des périodes d'amélioration du niveau de vie et d'une civilisation prospère, et toutes les périodes de réchauffement ont été des périodes de malheur, en fait, de refroidissement, pardon, ont été des périodes de malheur. Donc, lui, ce qu'il a l'air de dire, c'est que le machin de les Nations Unies, le GIEC, est une agence de propagande, et que, par contre, il y a des tas de gens qui gagnent beaucoup. Le nombre de chaires qui ont été créées, le nombre de postes qui ont été pourvus, etc. Et qu'il y a un argent fou qui se déverse là-dedans et qu'il n'est pas perdu pour tout le monde. Donc, c'est une approche quand même extraordinaire. Donc, ce qu'il dit, lui qui est un vrai scientifique, qui est, d'ailleurs, il est le numéro 1 des ventes aux États-Unis, c'est pas par hasard. Si vous voulez vous renseigner sur vraiment écrit par un homme qui, à l'évidence, est de bonne foi, ce qui est rare dans tous ces débats. Il est de bonne foi. C'est un vrai scientifique qui applique la méthode scientifique sur ce qu'il sait. Alors, vous rirez pas à toutes les pages, hein. On a quand même pas mal de graphiques. On a pas mal de graphiques où il explique que ça sort pas des normes, etc. Donc, c'est pas, mais enfin, pour quelqu'un qui veut vraiment se renseigner sur ce qui se passe, c'est pas exactement, c'est pas poilant, quoi. Mais c'est extraordinairement intéressant parce que c'est fait par un gars qui arrive du camp, inattendu. C'est toujours intéressant quand vous avez un gars, je sais pas, qui a toujours été pour le libre-échange, qui d'un seul coup cesse de l'être et tout, vous dites qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi, comment, vous essayez de suivre son processus intellectuel, parce que quelqu'un qui change d'opinion, c'est intéressant. Et lui, c'est très intéressant parce qu'il est à la fois un très bon scientifique et apparemment un homme honnête. Et donc, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Mais ça nous amène à dire quelque chose, c'est que vous trouvez que ce zéro CO2, c'est un but, c'est ce qu'a déjà dit Emmanuel, il faut le répéter, c'est un but qui ne peut s'atteindre que s'il y a un gouvernement mondial. Donc, d'un côté, il distribue énormément d'argent. Il y a 1000 milliards de dollars qui ont été investis depuis 15 ans à peu près dans tout ce qui est, vous savez, les moulins à vent et
Les miroirs magiques. Et les miroirs magiques. Et pendant ce temps-là, on n'investissait plus que 300 milliards de dollars dans tout ce qui était recherche d'énergie normale, fossile. Et donc, vous voyez l'espèce de gaspillage invraisemblable. Vous savez l'intérêt, l'importance que j'attache au capital, qui est dans le fond ce que nous ont légué nos ancêtres, qui nous permet, nous, d'avancer. Eh bien, on est en train de foutre en l'air un capital gigantesque en fonction d'une thèse scientifique qui est loin d'être prouvée. Donc, c'est ce que j'appelle le zéro... et je vais revenir 5 ou 6 fois dans ça. Tout ça, c'est zéro doute. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a zéro doute, on n'a plus besoin de la démocratie. On n'a plus besoin de demander leur avis aux gens, on n'a plus besoin d'avis contradictoires. Si y a un zéro doute, c'est la marche forcée vers le totalitarisme. On trouve une exception qui ne marche pas, etc. Voilà. Donc, la base de la science, c'est le doute. Donc, quelqu'un qui vous dit il y a zéro doute... C'est une religion dans ces cas. À ce moment-là, c'est une religion et c'est le début, si j'ose dire. Il n'y a pas de différence entre ça et les moulins en Iran, quoi. Zéro doute. Et ce zéro doute est quelque chose qui est en train de gangréner notre civilisation de façon épouvantable. Nos pays européens, en tout cas Angleterre aussi... Ils sont tous tombés dans le trou il n'y a pas de doute que... Et ce que disait... Boris Johnson, au début, avait essayé... Et puis il a fait des demi-tours assez rapidement. Voilà. C'était pas Churchill. Mais là aussi, vous avez des gens comme Perron qui vous disent, et d'autres, des professeurs à Liverpool, etc., qui disent que l'ivermectine marche très bien. Et donc, on avait un médicament qui ne coûtait rien, et qui était l'ivermectine. Et il raconte dans ce livre quelque chose d'intéressant. Non, c'était dans un autre, mais c'est Perron qui le raconte. Dans le livre rouge, le livre rouge, oui. Il dit, il y a un professeur de Liverpool qui, au moment où tout a commencé en Angleterre, est allé faire une grande conférence et a dit, bon, l'ivermectine marche très bien, vous devez la prendre comme ci, comme ça. Bon. L'ivermectine qu'on utilisait depuis... la nuit des temps en Afrique. Et d'ailleurs, tous les pays pauvres qui ont pris de l'ivermectine n'ont eu aucune... Et bon, et le type, il fait sa conférence, et puis le lendemain, il fait un communiqué de presse en disant « Oui, bon, peut-être, il y a peut-être d'autres choses, et peut-être que j'ai peut-être un peu exagéré. » Puis 2 jours après, il se rétracte en disant que l'ivermectine ne marche pas. Donc il y avait un type qui était à la conférence qui lui téléphone, qui lui dit « Mais alors, ça marche ou ça marche pas ?» Et le type lui dit tranquillement « J'ai été obligé de me taire. J'ai reçu des menaces, j'ai été obligé de me taire. » Mais alors, c'est horriblement... alors, on va passer pour des horribles complotistes, mais allons-y. C'est quoi Là, c'est pas difficile. Par exemple, les vaccins Pfizer ont reçu une autorisation, ce qu'on appelle de groupe 3. Ils ne peuvent être mis sur le marché que si on a prouvé que rien d'autre ne marchait. Ah. Et donc, s'il arrivait en disant l'ivermectine marche... les vaccins Pfizer, les vaccins Moderna, tout ça, ça servait plus à rien. Donc, il y a des gens, encore une fois, on trouve l'appareil d'État qui a été capturé par des gens qui n'ont pas de doute, et la façon dont ils font passer ça tranquillement dans la réalité, c'est que, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. C'est des milliards. C'est absolument des milliards et des milliards, oui. Pardon. Il y a des milliards et des milliards. Donc, on retrouve cette société du zéro doute, et on en a un exemple, mais qui a atteint en France des niveaux extraordinaires. Mais il faut se souvenir aussi que cette épidémie, 99,98% des gens qui ont été atteints y ont survécu. Oui, bien sûr. Mais il faut se souvenir que pendant la Grande Peste, 1/3 de la population européenne a disparu. Donc là, on a 0,02% des gars qui ont disparu. Et pour ça, on a fermé toutes nos économies. La Suède n'a rien fermé du tout. D'ailleurs, elle commence à faire baisser sa dette à nouveau. On s'est endetté de 400 milliards. On a ruiné la vie de gens. Et en parlant de ruiner la vie de gens, j'ai vu qu'en Italie, au Canada, partout aux États-Unis aussi, on est en train de réintégrer les gars qui avaient refusé de se faire vacciner. Oui, c'est abominable. Mais donc, on a ruiné la vie de ces gens-là. Et on a ruiné la vie d'un nombre de gens considérable. Nous, à côté d'ici, il y a 2 restaurants.
deux petits restaurants, vous savez, à côté de la place Victor Hugo, qui sont juste à côté. Et ben, ces deux restaurants ont changé de propriétaire, parce que le type, il a sauté, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que pour les restaurants, si tu avais, si ça faisait 1 an au moins et que tu avais la comptabilité, tu pouvais demander les aides de l'État. Toutefois, comme c'était des restaurants qui venaient d'ouvrir et qui n'avaient pas encore l'année de comptabilité, bah, oui, ceux-là ont sauté parce qu'ils n'ont pas pu demander. Et donc, il y a des gars qui ont perdu leur business, dont la vie a été ruinée. Donc, encore une fois, on se retrouve devant des victimes collatérales qui sont considérables. Pour revenir à l'énergie, bah, je vois partout des boulangeries qui ferment parce qu'elles ne peuvent pas payer l'électricité. Oui, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, encore une fois, sur cette histoire du Covid, c'est qu'on nous a expliqué qu'il n'y avait pas d'alternative. Et comme il y avait, donc, quelque part, le pouvoir politique s'est emparé de la discussion scientifique et a interdit toute discussion. Et celui qui refusait cette mise en main du pouvoir sur la science, c'est bien ce qu'il faut dire, comme pour le CO2, eh ben, il était exclu. Et il y a quelque chose qui s'est passé en France qui a fait assez peu de bruit, mais qui pour moi m'a beaucoup touché. C'est que autrefois, pour qu'un médecin ne puisse plus exercer la médecine, il fallait qu'il passe devant un conseil de discipline, un conseil de l'ordre, et puis ensuite, ou alors, bon, qu'il avait fait quelque chose qui était pénalement, donc il était exclu parce qu'il avait pratiqué un avortement, ou des choses pas légal, exactement, quelque chose de flagrant. Donc, mais il ne pouvait pas. Aujourd'hui, c'est l'État qui décide des médecins qu'il a le droit de rayer ou pas. C'est-à-dire qu'un médecin, vous lui téléphonez dans les dents, dites, si vous continuez à prescrire de l'ivermectine, vous allez être rayé. Et il y en a eu plein. Ce que dit Perron, c'est que c'est les gens qui travaillent avec lui dans son hôpital à Garches, il était chef de service, et un chef de service prestigieux, inutile de le dire, recevait des coups de téléphone des jeunes qui travaillaient d'hôpitaux parisiens, de la santé publique, tout ce que tu peux imaginer, du gouvernement, ministère de la Santé, en disant aux jeunes, vous ne devez plus travailler avec Perron, ce type est un fou. Et donc, si on continue à travailler avec Perron, ben, votre carrière était un petit peu abîmée. Mais tu te rends compte du niveau de totalitarisme auquel on arrive, c'est-à-dire dès qu'on laisse l'État rentrer dans quelque chose, on a enlevé aux médecins français quelque chose qui était dans le serment d'Hippocrate, c'est la liberté de prescrire. Ils n'ont plus le droit de prescrire. Attention à ton micro. Oui, ils n'ont plus le droit de prescrire ce qu'il leur semble devoir prescrire. Mais ça veut dire à ce moment-là que ce sont des gars qui feront je veux dire, on peut absolument les remplacer par des machines, quoi. Ça n'a aucune importance. Oui. Il y a plus, la médecine, c'est pas une science, c'est un art. Il y a un côté scientifique, mais il y a aussi un côté de flair, comment il s'appelait le médecin à la télévision qui avait du flair, là? Le docteur, tu sais, dans l'hôpital américain, le type qui... Dr House. Dr House qui trouvait toujours des trucs que personne n'avait jamais vu. C'est pas le lupus. Ça n'est jamais de lupus. Ça n'est jamais de lupus. Bon, enfin, il était très bien, le docteur. Mais c'était exactement ça, la médecine. C'est que le type, il se disait, ouais, ben, ça me rappelle. Bon, c'était comme ça. Moi, les filles avaient un pédiatre qui était incroyable, comme ça. Une de mes filles avait commencé à avoir les doigts qui pelaient. Je l'emmène voir parce qu'on était, à ce moment-là, c'était les vacances. Donc, un médecin à la campagne qui me dit, on va lui donner de l'augmentin, je sais pas quoi. Elle refait une fièvre, je vais à l'hôpital, on me dit, oui, machin, on me donne un autre antibiotique. Je reviens, je vais voir le pédiatre qui les suivait depuis tout le temps. On passait la salle d'attente en marchant dans le couloir. Il la regarde, il dit, ça c'est la scarlatine. Zéro taux d'intérêt. Eh ben, zéro taux d'intérêt qu'on nous a imposé pendant 12 ans, hein. Et j'ai vu, et qui a amené à l'inflation à laquelle on est aujourd'hui, j'ai vu avec stupéfaction que Mme Lagarde... On s'en est pris en 2008. Puis après ça jusqu'en 2022, voilà. 2020. Et j'ai vu avec stupéfaction Mme Lagarde, qui, dans une conférence officielle de la BCE, disait donc, on a eu une inflation qui est partie d'un seul coup, sans aucune raison. À part ça, la masse monétaire avait triplé depuis 4 ans. On l'a pas vu, c'est-à-dire que j'avais les chiffres, c'était en 2001, la masse monétaire était de 30 milliards et elle est passée à 132 milliards. Voilà. Et après ça, on s'étonne que les prix montent. Voilà. Alors, tu te dis, vous êtes passé de 30 à 120, il n'y a pas besoin d'être un immense génie du quotidien pour se dire qu'à partir du moment où tu imprimes, à un moment, les prix vont monter. À un moment, les prix vont monter. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... non. Voilà. Mais pour Mme Lagarde, c'était une stupéfaction totale, et apparemment pour le service d'études de la BCE. Mais alors, encore une fois, il faut aller au vieux truc à qui le crime profite. Vous savez, c'est
C'est ce que j'ai expliqué dans un papier que j'ai écrit en 2012, qui s'appelait le coût élevé de l'argent gratuit. J'expliquais que c'était une politique qui était extraordinairement favorable à ceux qui étaient près de la Banque centrale, l'effet Cantillon dont on a parlé ici, et qu'eux, ils allaient s'en mettre plein les fouilles, les Morgan Stanley, les JP Morgan. Et ils s'en sont mis plein les fouilles. Et ils s'en sont mis plein les fouilles. Ils ont fait monter les marchés, ils ont fait monter l'immobilier, ils ont acheté avant. Donc ils s'en sont mis plein les fouilles. Donc une fois encore, on voit la capture par un groupe de pression. En l'occurrence, c'était, mettons, les banques d'affaires américaines. Les hommes de Davos. Les hommes de Davos qui ont capturé ça et qui ont mis au point une politique en disant il n'y a pas d'alternative. Il faut avoir des taux d'intérêt parce que sans ça va être abominable. Et maintenant, 10 ou 12 ans après, on se retrouve avec de l'inflation qui monte et tous les fonds de pension, dont 50% des actifs étaient en obligations d'État, ces obligations d'État ont perdu 30, 40, 50%. Donc ça veut dire que pendant que ces gens s'enrichissaient, ils travaillaient à la ruine de tous ceux qui avaient travaillé toute leur vie et qui leur avaient confié leur épargne. Sans compter qu'ils ont aussi, parce qu'on avait fait une émission à la rentrée sur la sous-capitalisation bancaire, oui. Ils sont aussi en train de flinguer les banques. D'abord, ils ont flingué les banques, d'abord. Et ensuite, ils flinguent tout ce que j'appelle l'épargne longue, c'est-à-dire celle qui a fait la différence de l'Europe, savoir gérer l'épargne longue pour investir dans des projets à long terme. Et bien ça, ils l'ont tué. Et on retrouve exactement la même chose, c'est-à-dire que moi, en tant qu'économiste, et pourquoi on avait mis les taux d'intérêt à zéro en Europe, c'était parce que s'ils n'étaient pas à zéro, l'euro sautait. Donc oui. Monsieur Draghi nous a dit, j'ai sauvé l'euro, bravo, bien lancé. Moyennant quoi, il a ruiné les petits épargnants. Les petits épargnants et tous les retraités. Et ben ça, dans le moment où il a pris sa décision et le moment où tout le monde est ruiné, c'est 10 ans. Et donc lui, 2008. Il est parti. Il est parti. Après, en passant par Goldman Sachs et ensuite Premier ministre en Italie. Mais encore une fois, on trouve cette chose, la capture de l'État par un groupe de pression qui suit une politique qui permet à ces gens-là de s'en mettre plein les fouilles. Mais c'est pas du capitalisme, c'est du grand banditisme. Parce que quand ils font ça, ils ruinent d'autres personnes. Dans un système capitaliste normal, c'est un jeu à somme positive. S'il y a des gens qui gagnent, d'autres gagnent. Par exemple, si tu crées une boîte et puis que tu embauches des gens, ben, toi, tu gagnes de l'argent si ta boîte marche, mais les types, ils ont un boulot. Tandis que là, c'est vraiment un transfert de richesse des pauvres vers les riches qui s'est fait grâce au taux d'intérêt zéro. Non plus de création de valeur, puisqu'on le sait par Wixel que les taux bas amènent à une mauvaise allocation du capital. Bien sûr, puisque tu achètes des actifs existants, c'est-à-dire que le prix de ton appartement va monter, mais le nombre d'appartements n'augmentera pas. Donc, en fait, il y a une illusion monétaire. De croissance. D'enrichissement. Mais toi, le fait que ton appartement est monté depuis 10 ans, c'était une belle jambe, tu vis dedans. Bah oui, et de toute façon, si je le vends, il va falloir que j'aille habiter quelque part d'autre, donc j'aurai besoin de la même surface. Tu auras besoin de la même surface, alors à moins si tu vas vivre, je sais pas où, du côté de Clermont-Ferrand, en Auvergne, ça sera pas cher, mais en même temps, c'est pas la même, t'as pas le même accès aux choses. Donc on a déjà vu le CO2, ensuite on voit vous n'avez pas le droit de discuter, ensuite on voit le deuxième, Zéro Covid. Zéro Covid, on n'a pas le droit de discuter. Et le troisième, le taux d'intérêt. Zéro taux d'intérêt. On n'a pas le droit de discuter. Et maintenant, on est en train d'arriver à un quatrième, si j'ose dire, c'est zéro Russie. Zéro Russie. Alors. Zéro Russie en Europe. Zéro Russie en Europe. La Chine, l'Inde. Non, mais la Chine, l'Inde et tout, quand tu regardes ce qu'ils ont fait, la Chine pour le Covid, c'est un peu bizarre ce qu'ils font, mais l'Inde, ils avaient commencé les vaccins, puis ils ont commencé à avoir des tas de gens qui étaient malades et qui mouraient, donc ils ont arrêté tout de suite, ils ont donné de l'ivermectine et ça s'est arrêté tout de suite, ça s'est arrêté tout de suite, personne n'en a parlé. Bon, donc, il y a toute une série de pays, ça, c'est cette espèce de pas de droit de discuter, c'est dans notre monde, si j'ose dire, anglo-saxon, quoi, c'est, et chez nous maintenant aussi. Et puis maintenant, Russie. Alors, quand vous regardez ça, bon, vous dites, il faut plus faire de commerce avec la Russie. Parce qu'ils sont très méchants. Bon. Mais la réalité, c'est que la Russie produit et exporte 17% des matières premières dans le monde. Mm-hmm. Pétrole, gaz, blé, tout ce que vous voulez. Mais si la quantité de matières premières baisse de 17%, le PIB va baisser de 17%. Parce que c'est la base de toute la richesse qui se crée après.
C'est-à-dire, c'est comme si tu disais, je vais faire une maison sans fondation. Mais non. Il faut d'abord que tu fasses un trou, que tu mettes du ciment, que tu mettes des murs, puis ensuite tu peux mettre le toit. Mais donc, on se retrouve encore une fois avec le même discours. Vous n'avez pas le droit de discuter de la politique qui nous a amenés à cette guerre. Mais il y a des tas de choses dont on va discuter. Par exemple, pourquoi les accords de Minsk n'ont pas été respectés. Par exemple, qui prévoyaient, par exemple, l'année dernière, en mars de cette année, là, il y a eu une rencontre organisée par la Turquie entre l'Ukraine et la Russie, et tout le monde était d'accord pour arrêter la guerre, en mars. Oui, tu en as déjà parlé. Et on a dit, les Américains ont dit, c'est pas question. Alors, où est-ce que tu as lu ça? Parce que des gens demandaient tes sources et j'étais pas capable de leur dire. Il suffit d'aller voir dans les trucs autres que les journaux français, quoi, ça va sans dire. Eh bien, c'est officiel. Je peux aller voir le site des affaires étrangères de la Turquie, par exemple. Et tout ça, ça a été. Et ils ont refusé. Et donc, on a continué cette guerre. Mais on n'a jamais su qu'il y avait eu cet accord. On ne l'a jamais dit. Et la Russie avait accepté. Il y avait les deux régions sécessionnistes, le Donbass et l'autre, avaient accepté de devenir autonomes, enfin vraiment autonomes, puisqu'elles voulaient continuer à parler russe alors qu'on voulait les en empêcher. L'Ukraine avait accepté qu'en aucun cas elle ne rentrerait dans l'OTAN, ce qui était la demande des Russes depuis la nuit des temps. Et donc, ça y est, on allait éviter de faire tuer des gens. Eh bien, rien du tout. Les Américains ont dit, il n'en est pas question. Bon, mais là aussi, pourquoi on ne peut pas discuter de ça? Pourquoi on ne peut pas poser la question, nous, en tant que Français, de dire, est-ce que nous avons intérêt à suivre une politique organisée par les États-Unis? Je donne un autre exemple. Quand les deux pipelines ont sauté, là. Nord Stream ont sauté. Ils ont sauté tous les deux. Bon. 10 minutes après qu'il ait sauté, il y a la première ministre anglaise qui s'était fait piéger son téléphone, qui a envoyé un... Apparemment, c'est un iMessage. Oui. Donc, elle a envoyé un SMS, l'équivalent d'un SMS, par le système Apple, qui est à câble. Donc, elle a été hackée sur ce téléphone. C'était pas un téléphone sécurisé. Et en tout cas, elle disait... On l'a fait. On l'a fait 10 minutes après que ça ait sauté. Donc, maintenant, réfléchissons une seconde. Ce pipeline... Il était sur le territoire de la Russie, de la Suède, du Danemark, et il arrivait jusqu'en Allemagne. Bon. C'était un investissement qui avait été financé par des sociétés privées, dont des sociétés françaises. Donc, quelque part, si vous faites sauter un bien qui appartient à des sociétés européennes, c'est un acte de guerre. Donc, on peut dire que la Grande-Bretagne a fait, avec l'accord des États-Unis, un acte de guerre contre l'Allemagne. Et donc, là encore une fois, peut-être on pourrait en discuter. Il y a peut-être l'objet à discuter. Qu'est-ce qui donnait le droit à l'Angleterre d'aller faire sauter des choses qui appartenaient à des gens qui n'étaient pas anglais, sur un territoire qui était non anglais? Prenons autre chose. Elle envoie ça au secrétaire d'État à la Défense américain. Bon. Parfait. Mais en principe, ce genre de décision, c'est du ressort du président des États-Unis. Enfin, pardon. Mais Biden est gâteux. Bon, tout le monde le sait, il est sénile. Regarde, il y a une conférence de presse où il parlait de l'Irak. D'accord, mais qui prend ces décisions, justement, de ne pas faire la paix avec la Russie? C'est pas Biden. Non. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est mais qui prend ces décisions? Alors, c'est soit... Mais ils ont été élus par personne. Ils ont été élus par personne. Donc, là aussi, les journalistes devaient se intéresser. Parce que ce que je trouve de très intéressant dans ce qu'on m'a dit jusqu'ici, c'est que ce sont des machins extraordinairement importants dont on pourrait penser que la presse allait s'y intéresser de façon robuste, où il y a une discussion. Lui, il s'intéresse. Lui, il s'intéresse, oui. Où il y a une discussion. Et là, rien du tout. La presse, dans tous ces cas-là, il y a zéro liberté de la presse. Non. La presse, tu sais, tu disais tout à l'heure, quand on parlait du zéro Covid ou zéro carbone, bon, les taux d'intérêt, je mets ça un peu à part. Et là, c'est le même principe, mais c'est le même mode de fonctionnement. Si tu regardes véritablement aujourd'hui, de quoi parle-t-on ?
Je veux dire, on ne parle que de petits phénomènes, de petites guéguerres. Est-ce que le RN a pu jouer au foot ou pas jouer au foot? Oula, est-ce que les députés de la NUP... 49.3. Est-ce que 3 débiles sont allés péter une pipeline qu'ils n'auraient pas dû, il y avait 2 députés, bon. Mais quelque part, à hauteur de l'histoire, c'est grotesque. Non, on nous fait une espèce d'histoire événementielle en disant, il y a tous ces trucs qui sont très importants, mais dont il ne faut pas parler parce que d'abord, il n'y a aucun doute, et puis ensuite, c'est trop compliqué pour vous. Donc, on ne va pas parler de tout ça. Et moi, ce qui m'étonne le plus là-dedans, c'est l'extraordinaire silence de la presse. Mm-hmm. C'est quand même, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais écoute, sur l'inflation, c'est quand même incroyable. Hier, il y avait Bruno Le Maire dans cette émission qui est la Doxia d'État, qui est C'est dans l'air, ou avec l'ineffable Patrick Cohen, Elisabeth Lemoine, et tu avais Nono le petit robot, Bruno Le Maire, qui était là et qui disait, grâce au bouclier tarifaire, l'inflation en France a été contenue à 6,5. Je dis, mais enfin, les gens sont pas complètement crétins. Ils font leurs courses. Ils voient bien que le blé a augmenté de 18%. Ils voient bien que les tomates ont été multipliées par 2. Tu regardes le prix des reblochons, des gros reblochons comme ça, ils sont passés à plus de 10 €. Les gens, ils vont bien se rendre compte quand ils font une soirée raclette que ça leur vient au double. Mais donc, il y a aussi, et encore une fois, j'ai l'impression aujourd'hui de vivre en Union soviétique, vous savez, où il y avait 2 journaux qui étaient les Izvestia et la Pravda. Je crois que la Pravda, ça veut dire la vérité, et les Izvestia, ça veut dire les nouvelles. Et les Russes disaient, il n'y a pas de nouvelles dans la Pravda, il n'y a pas de liberté dans l'autre. Donc, on est aujourd'hui, mais je pose la question sincèrement, où faut-il aller pour trouver une information à peu près concurrentielle, c'est-à-dire qui sortent d'un débat. C'est encore une fois, ça vous pouvez revient venir à l'Institut des Libertés, mais enfin. Non, mais ça revient à ce qu'on dit souvent, c'est que les médias alternatifs, c'est-à-dire le web, mais effectivement. Il y a des tas de farfelus sur le web. C'est ce que j'allais dire. Il y a aussi j'en prends, j'en laisse sur le web. Bon, ça a l'avantage d'être pour l'instant un espace libre. Encore que je ne sais pas ce que va donner cette émission puisqu'on y parle du Covid et que j'ai vu par le passé des émissions être shadowbanned à cause de ça. Ouais. Et ensuite, on se prend un blâme qui dure la nuit des temps. Hein. Voilà, c'est ça. Alors j'espère que ça va dans les algorithmes. Oui, dans les algorithmes. Donc, mais j'ai l'impression que les algorithmes, ils vont se calmer un petit peu parce qu'avec l'histoire d'Elon Musk, il va virer, je crois, 60% des gens qui travaillent chez. Oui, mais pourquoi ça aurait une influence sur YouTube ? Parce que YouTube, d'abord. Tout ce qui est Facebook est en train de se casser la gueule de façon épouvantable. Facebook, ils ont véritablement des algorithmes horribles et tu peux absolument rien dire dans une vidéo. Tout de suite, c'est bloqué. Et puis on voit arriver des vidéos alternatives, etc. Mais tu as vu que par exemple en France, Rumble, je crois que ça s'appelle Rumble. Ben, ils ont décidé, le gouvernement français leur avait demandé de faire d'empêcher, je crois que c'était la diffusion de RT et différentes choses. De choses comme ça. Ils ont dit, c'est hors de question, donc ils ne diffusent plus en France. Rien. Mais là aussi, c'est extraordinaire que toute la presse ne s'élève pas devant un acte de censure. Regardons autre chose, un type comme Assange. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a eu accès à des informations montrant que les États-Unis manipulaient des gouvernements à l'extérieur, faisaient des saloperies, etc. Il les a publiées. Ben, c'est ce qu'avaient fait les gars du Watergate. Et Assange, ça fait 5 ans qu'il est en tôle, ou 10 ans, je ne sais pas combien, enfin en tôle ou en quasi. Là, il est en tôle, en haute sécurité en Angleterre. Ils vont le livrer aux États-Unis, et il va rester en prison à vie. Mais ce type n'a fait que son boulot de journaliste. Alors je comprends que les autres journalistes en voyant ça s'écrasent, mais je veux dire, mais qu'est-ce qu'attend la presse pour se révolter ? En dehors de Berkoff, qui est plutôt rigolo, lui il n'a pas peur, mais les autres, c'est silence dans les rangs, quoi. C'est mais taisez-vous, mais vous savez pas ce que vous dites, mais ces gens-là sont dangereux. Vous n'imaginez pas, je le dis gentiment, mais vous n'imaginez pas le nombre de gens qui me disent, ben, ce que vous dites, Charles, vous allez avoir un accident de vélo. Hein. Ah oui. Mais tout le monde me le dit. Donc les gens ont intégré
qu'il était normal d'avoir peur de son gouvernement? Non, alors en général, de mon expérience, avant d'avoir un accident de vélo, tu as... le contrôle fiscal, oui, ça non, mais tu as le contrôle fiscal et tu as des papiers très désagréables ou de genre, ils l'ont déjà fait pour toi. Ah oui, ça arrête pas, c'est-à-dire ça. pour décrédibiliser ta parole, on va te traiter de facho, on va te traiter d'évadé fiscal alors que tu n'as jamais rien eu qui prouve une évasion fiscale, aucun procès, rien du tout. Tu as trois petits, je sais pas quoi, qui ont sorti je sais pas quoi et qui du coup l'ont mis sur Wikipédia et depuis, alors Wikipédia, parlons-en. Mais je vais expliquer ce qui s'est passé, c'est que j'ai été en Angleterre parfaitement légalement, je vais voir l'une des plus grandes maisons comptables en Angleterre qui s'appelle Smith & Williamson pour m'aider à organiser mes affaires. Qui est une maison comptable, qui est l'équivalent d'un Anderson ou... Il n'y a pas plus... Regardez, Smith & Williamson, ils travaillent avec la Lloyds, il n'y a pas plus sérieux, il n'y a pas plus honnête, etc. Ils me disent, bon, compte tenu de ce que vous allez faire, il faut que vous ayez une société dans l'île de Jersey, ce qui était parfaitement légal pour un Anglais, pour un résident anglais, et puis vous prendrez vos positions en Angleterre à partir de cette société. Bon, ben moi, je suis pas comptable, je suis pas expert comptable, je suis pas... C'est pour ça que tu les payes. C'est pour ça que je les paye, donc je fais mon truc très bien. Bon, je vends la société que j'avais à l'époque en Angleterre, j'envoie l'argent à Jersey, ce qui était parfaitement loyal, puis j'ai dissous le truc puisque j'en ai pas besoin. Il y a 2 ou 3 couillons de journalistes qui ont trouvé que j'avais une société à Jersey, donc dans les années 80. Quand tu étais résident anglais. Quand j'étais résident anglais, que c'était parfaitement légal, que c'était sur les conseils d'une grande maison. Et c'était pas à titre personnel, c'était une société c'était pour une société. C'était pour une société, et ils m'ont dit la meilleure façon fiscalement, ils m'ont dit fiscalement, la meilleure façon d'organiser vos activités de façon juridique, c'est d'avoir une société à Jersey qui contrôle une société en Angleterre. Bah, j'ai dit, bah oui, pour toi. Puisqu'ils me disaient ça, moi ça m'était égal. C'était un montage. C'était un montage, mais qui était parfaitement légal et que tout le monde faisait en Angleterre. Et qui n'a rien à voir avec ta situation. Et qui n'a rien à voir avec de la fraude fiscale. Avec ta situation fiscale propre. Non. Parce que ça, tu étais en Angleterre et les revenus que tu avais étaient tous déclarés et tes revenus à toi sont jamais allés à Jersey. Non. Ou à Guernsey, ou j'en sais rien. Simplement, au moment où il y a eu la vente, le capital est retourné à Jersey. Bon, ben voilà. Donc, j'ai dû éviter un impôt sur le capital. Mais, puisque c'est ce qu'on m'avait dit de faire, moi, oui, ça, c'est de l'optimisation fiscale. À hauteur des sociétés. Dans le cadre de la loi. Donc, je n'ai jamais rien fait. Donc, maintenant, tous les journaux, on dit que je suis un spécialiste de l'évasion fiscale. De l'évasion fiscale. Non, m'avait rigolé. Je sais même pas enfin, je veux dire. Faire de l'évasion fiscale, je suis le dernier parce que d'abord c'est très emmerdant. C'est très emmerdant. On donne un mal de chien pour... Non, mais tout ça pour dire que avant d'avoir un accident de vélo... Ils s'occupent plus de moi que des saloperies qu'on raconte. Mais c'est exactement. Et quand c'est pas de toi, ça va être d'Idriss Aberkane ou ça va être de... Idriss Aberkane, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont décidé de lui faire la peau. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. L'Express s'est mis dessus. Donc, en général, quand tu as un profil où tu commences à dire des trucs qui ne vont pas dans le sens d'eux... Et c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai été à TV Liberté. On m'a dit, vous savez, il y a 3 ou 4 sites qui commencent à avoir énormément d'impact, Idriss Aberkane, Berkoff, etc. Et les gens puissants ont décidé de se les payer. Et à ce moment-là, vous trouvez toute une série de journalistes qui sont d'accord pour s'atteler à cette tâche. Mais c'est vous dire, sont des ordures. Non ? Complètement. Mais Je suis bluffé. Donc, encore une fois, sur cette histoire on retrouve le même schéma, vous n'avez pas le droit de discuter, circuler, il n'y a rien à voir. Or, moi je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de l'Ukraine bien avant tout ça et tout. L'Ukraine, la Russie, et je peux vous assurer que c'est une histoire qui traîne depuis 700 ou 800 ans. Hein. C'est pas sorti d'hier. Et il n'y a pas un bon et un méchant. Mais ce qui se passe, c'est que ces gens-là, si on dit qu'on aimerait bien discuter pour comprendre, ils disent vous faites partie des méchants. Oui. Et eux, ils se sont autorisés le droit de dire qui sont les bons et qui sont les méchants. Et maintenant, je t'annonce que nous, on fait partie des méchants. Ah oui, bien sûr. Simplement parce qu'on demande la liberté de discussion, qui est quand même la liberté absolument fondamentale. Mais de toute façon, encore une fois, il y a des discussions intéressantes sur rien. Sur rien ? Mais les gens vont plus voter puisqu'il ne se passe rien. Voilà, et quand tu votes, de toute façon, rien ne bouge. Donc, les gens papotent sur des petits trucs à la marge. Regarde par exemple, Fabius est au Conseil constitutionnel, très bien, son fils aîné, je crois, est un des associés, le numéro 2 de McKinsey en France.
Bon, McKinsey en France a touché je sais pas combien de centaines de millions de commissions pour faire des trucs du style de recopier une page de cahier. Ouais, pour faire des tableurs Excel de médicaments. Mais est-ce qu'il n'y a pas un léger problème de conflit d'intérêts? De conflit d'intérêts entre le papa et le fils? Je sais pas. Mais moi, j'en parlerais bien. Mais c'était pas le fils de van der Leyen aussi qui était... C'est encore mieux. Van der Leyen, alors, son mari a été nommé le patron de la filiale de Pfizer, qui s'occupe de toute l'histoire de vaccins. Et ensuite, madame passe des commandes en dizaines de milliards de dollars pour ces vaccins sans aucune discussion. Encore une fois, le Parlement n'a pas été au courant, elle a fait ça par SMS, elle refuse de livrer les SMS ou les emails. Donc vous vous dites, mais dans quel monde vont-ils? Donc une chose aussi que je voudrais dire, c'est que, j'en parle souvent avec ton frère, cette caste qui est au pouvoir un peu partout maintenant, elle se cache même plus. Elle dit tranquillement ce qu'elle va faire et elle le fait. Donc ils ont même pas honte. Ils pensent qu'ils sont intouchables. Quand Biden dit par exemple, on va faire sauter les pipelines. 18 mois avant. 18 mois avant. C'est parce qu'il est gâteux qu'il n'a plus de filtre, mais parce qu'autour de lui, il n'a pas dû faire la différence entre le moment où il passait devant les caméras et 10 minutes avant quand il était dans la cuisine. Il voulait faire le... Oui, mais parce qu'il ne doit plus mettre les thresholds où ils sont, mais c'est parce qu'ils doivent le dire. Oui, ils doivent le dire toute la journée. Partout tu le vois, le type, ils te disent tranquillement ce qu'ils vont faire, quoi. Et ils le font. Et il y a une espèce de... Et c'est là où aussi on a un autre problème. C'est qu'il y a zéro révolte dans le monde du droit. Le Conseil d'État, la Cour... Mais comment tu veux qu'il y ait des révoltes dans le droit quand on met des Jacqueline Courgeot et des comment elle s'appelle, Agnès Buzyn, qu'on recale, qu'on remet au Conseil d'État, qu'on nomme au Conseil constitutionnel tous ceux qui ont un casier judiciaire, parce que visiblement à notre époque, il faut un casier judiciaire pour être au Conseil constitutionnel, voilà. Ça va être dommage, ni toi ni moi, du coup, n'allons pouvoir y prétendre. Maintenant, si on continue, on va avoir un casier judiciaire, donc on pourra y aller, mais je suis sûr qu'on ça va être traîné dans la 17e chambre, je sais pas quoi. Mais donc, encore une fois, alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est maintenant en train de rentrer dans une société de zéro doute. Celui qui doute, il est repéré, fiché, martyrisé, comme les médecins qui ont ouvert leur gueule, ou les avocats qui ont ouvert leur gueule. Donc, cette société de zéro doute, c'est l'antinomie de ce que est la société européenne de la discussion socratique. C'est-à-dire, nous savons que nous avons raison, mais si tu sais que tu as raison, tu tues les autres, puisque lui, il n'est pas d'accord. Donc, ce qui est d'étonnant quand je considère tous ces gens qui sont dans ce qu'on peut appeler le camp adverse, mais maintenant sont des ennemis, c'est à quel point ils sont méchants. C'est-à-dire qu'ils t'attaquent vicieusement, comme tu viens de l'écrire. Je suis un spécialiste des paradis fiscaux et c'est là où j'ai planqué tout mon argent. Je vais annoncer une nouvelle très extraordinaire. J'ai gagné de l'argent, mais je m'en fous. L'argent, c'est pas le but de ma vie. Je m'en contrefous. Alors que M. Cahuzac, c'était à l'évidence le but de sa vie. Donc ces gens-là sont à la fois... Ils ne supportent pas la contradiction, et tu les vois dans les télévisions, tu les vois dans les radios. Et tu peux pas t'empêcher de penser qu'ils savent qu'ils font mal. Et que ça doit les rendre extraordinairement haineux. Ils savent qu'ils font mal, mais j'imagine que dans leur tête, ils doivent se dire que c'est pour notre bien. Mais le truc, c'est comme, il faut envoyer les gens dans des camps de concentration, c'est pour leur bien. Non, mais que quelque part, le but ultime serait noble. Mais je sais même pas si eux y croient. Alors je sais pas, mais je vois des gens qui parlent, je me dis, mais qu'est-ce qui leur donne le droit de porter un jugement moral sur ce que les autres pensent? Je sais pas. Je sais pas, parce que, en fait, la liberté de la pensée, c'est quand même la base de notre civilisation. Or, ces gars-là, ils ont qu'une idée, c'est d'empêcher les autres. Je me souviens, un jour, j'avais dit une connerie quand j'étais en première, je sais plus quoi, au lycée, devant le prof d'histoire, et qui m'avait dit, Monsieur Gave, je vous interdis de parler et même de penser. Je m'étais dit, tiens, voilà autre chose. À l'époque, je pensais pas grand-chose, c'était un peu confus dans ma tête. Mais je me suis dit, c'est quand même curieux, un professeur dans un lycée qui me dit qu'il m'interdit de penser.
ou ton frère, quand il était au lycée à Londres, il y a le professeur d'histoire encore qui avait dit il n'y a jamais eu d'accord entre le monde communiste et le monde nazi. Alors, il y avait les... si. Oui, mais c'est le professeur d'histoire. Louis avait levé la main, il avait dit alors les accords Molotov-Ribbentrop, et le professeur lui a dit Louis sortez. Ah oui, c'est un peu facile comme discussion. Mais c'est ce qu'ils nous disent en ce moment, sortez, vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas le droit de dire ce que il vous semble être la vérité. Donc on est dans ce monde extraordinaire où ce qui était la gauche autrefois a décidé d'empêcher les gens de parler et de penser. Mais c'est l'envers de la gauche. Enfin, je sais pas, moi je suis absolument bluffé par tout ça. Donc on est passé dans une société de zéro doute, et les sociétés de zéro doute, en général, ça se termine avec des camps de concentration. Et donc, il faut, je sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut organiser des groupes pour résister, ou j'en sais rien, mais on a un moment où il va falloir organiser la résistance, parce que c'est... Le seul avantage, moi je pense que dans les gens y croient plus, hein. Alors, d'abord, les gens y croient plus. Et là, on est en train de voir des choses ressortir à propos du Covid, ce qui permet de remettre en cause déjà le zéro Covid. Donc, je me dis que leur fondation est quand même basée le zéro sur... Covid, le zéro taux d'intérêt, le zéro CO2, tout ça, c'est qu'on regarde ce livre. Zéro taux d'intérêt, c'est difficile parce que c'est quand même très technique. Très technique, mais c'est là où il y a tout le pognon. Oui, c'est ce qui leur a permis de financer toutes les autres saloperies. Hein. Bien sûr, je suis d'accord, mais c'est... pour la masse des gens, c'est quand même plus difficile à comprendre. Et puis tous, ils pensent que si les taux d'intérêt sont bas, ils vont pouvoir acheter leur immobilier, ils sont contents. Instinctivement, quand tu te dis quelque chose est bas, un taux d'intérêt est bas, tu te dis « Ah, c'est super, je vais et tu comprends pas pourquoi ça serait pas bien que le beurre soit pas moins cher. Et tu te dis « Un truc moins cher, c'est mieux. » C'est mieux. Or, non. Non, dans le cas des taux d'intérêt, non, parce que justement, ça détruit... Le taux d'intérêt, c'est ce qui permet au temps de rentrer dans le système économique. Et donc, si tu n'as pas de taux d'intérêt, le temps ne rentre pas, et donc tu peux prendre que des décisions à très court terme, et donc, tu n'as plus d'avenir. C'est effrayant. Donc voilà, on voulait vous parler de tout ça, parce que ça nous paraissait important d'expliquer que c'est le même processus qui nous régit, qu'il s'agisse du CO2, du Covid, des taux d'intérêt, de la Russie, de la liberté de la presse, et tout ça, c'est le même mécanisme qui est à l'œuvre. Et je trouve ça, il faut dénoncer ce mécanisme, parce qu'ils vont nous le ressortir pour autre chose. Oui. Déjà, je vois arriver, on en a parlé sur essai, je vois arriver les tickets de rationnement sur l'énergie. Bien sûr. Et on va vous couper l'électricité avec vos compteurs Linky. Parce que on rigole, mais au bureau, on en a un. Donc, moi, j'ai réussi à contourner. Mais Mais il y a ça. Et moi, ce dont j'ai peur aussi à terme, c'est qu'ils empêchent les déplacements. Ah ben c'est évident. Parce que le but de tout... Vous remarquez, quand il y a des terroristes, des gens qui n'aiment pas la démocratie, la première des choses qu'ils font, c'est toujours d'empêcher les déplacements. Les bombes, elles les pètent toujours dans un aéroport, dans un avion ou dans le métro. C'est-à-dire que pour tous ces gens qui n'aiment pas la liberté, le déplacement libre, individuel, où on se balade dans tous les sens, pour eux, c'est l'essence du crime. Et donc l'atteinte à la liberté de circulation... ça commence toujours par là. Ça commence toujours par là. Donc, ils vont nous empêcher de bouger, et peut-être en mettant l'essence à 10 € le litre, j'en sais rien. Moi. Soit ça, soit aussi, comme tu disais, en disant, Monsieur Gave, vous avez fait 3 Paris-New York cette année. C'est trop. C'est trop, vous serez gentil de rester chez vous jusqu'à la saison prochaine. Voilà. Hein, et le fait que tu aies des enfants là-bas, ou que ci, que ça. Ou que le fait que quand j'aille à New York. Ou que ce soit ta propre. Je veux aller à New York, que je peux me payer le billet. Non, ils vont finir je vous emmerde bien. Hein. Non, ils vont finir par faire des points, donc après, on va se retrouver à acheter les points de quelqu'un d'autre. Oui. En Chine, si t'as pas de bons points, comme à l'école quand on était petit, si t'as pas assez de bons points, tu peux pas prendre de train. Pour aller voir ta famille. Et tu peux pas acheter les points de permis Non, tu peux pas acheter les points. J'imagine qu'il va y avoir des gens qui sont un peu corrompus avec lesquels tu peux t'arranger, mais... Donc vraiment, pour moi, cette espèce... C'est une atteinte, mais c'est une attaque absolument essentielle à la liberté qui est en train d'avoir lieu et qui a toujours suivi le même scénario. C'est-à-dire, ils ont un scénario et ils l'appliquent à quel que soit le problème. Alors, qu'est-ce que ça sera le prochain problème, à ton avis ?
Écoute, là, ils ont fait fort, je trouve, cette année, en nous mettant une petite guerre. On s'y attendait pas. Donc, ça a été très, très bien. Écoute, je me demande s'ils vont pas essayer de dissoudre, parce qu'à force de 49.3, elle va quand même se fatiguer, la borne. Oui. Et histoire d'occuper le Clampin, le Chaland. Avec des phénomènes politiques qui n'ont aucune importance. Qui n'ont aucune importance, histoire qu'on s'occupe pas de l'inflation et compagnie, tu vois, histoire que toute la NUPES, machin, tout le monde soit en train d'essayer de placer des députés, voilà. Et ça va nous occuper tout l'hiver. Et comme ça, les gens parlons moins de l'inflation. Oui. Et du Covid, et de l'échec patent des Covid, et de l'échec patent des taux d'intérêt. Là, je pense qu'on va avoir ce qu'au poker, on appelait le Mississippi Shuffle, c'est-à-dire tu fais du bruit ici, comme ça, à gauche, tu passes les cartes. Tu fais comme ça, les autres passent ici. Oui, c'est ça. Je pense que ça va être ça cette année, parce qu'ils ont fait passer quand même des grosses choses, là. Je pense pas qu'ils puissent réouvrir un zéro. Donc, ils vont juste faire de l'intermède musical. Oui, ils vont essayer de nous faire oublier qu'on a compris. Voilà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Exactement. Voilà, écoutez, je suis encore une fois très heureuse que vous nous ayez suivis pendant ces 58 minutes. On parle. Le DAF aura ronflé, vous l'aurez entendu, mais il était à son meilleur. La prochaine fois, on le filme. La prochaine fois, on le filme, c'est promis. Et j'espère qu'on ne vous aura pas trop déprimé avec cette... Non, parce que ça veut dire qu'on commence à comprendre leur modus operandi. Donc, à partir du moment où on comprend leur tactique, on peut commencer à s'y opposer. Voilà, c'était donc une émission intitulée « La tyrannie du zéro », que moi, personnellement, j'appelle 0 plus 0 égale la tête à Toto. Ou on pourrait dire le zéro et l'infini bêtise, mais... Oui, voilà, elle est bien aussi. Si on faisait un petit essai, on pourrait l'appeler comme ça. Enfin, j'aurais mis quand même 2 gros zéros, voilà. Ce qui met bien les boules. Voilà, écoutez, merci encore une fois de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. N'oubliez pas que nous avons aussi des podcasts. Donc, ces émissions, vous pouvez les écouter aussi, en plus de les voir. Parce que sans la présence du DAF, effectivement... Si on voit pas le DAF. Si on voit pas le DAF, ça enlève absolument tout. C'est pas la peine d'avoir une télévision. Et puis merci encore de nous suivre aussi nombreux et n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. On nous fait une espèce d'histoire événementielle en disant il y a tous ces trucs qui sont très importants, mais dont il ne faut pas parler parce que d'abord il n'y a aucun doute et puis ensuite c'est trop compliqué pour vous. Donc on ne va pas parler de tout ça. Et moi, ce qui m'étonne le plus là-dedans, c'est l'extraordinaire silence de la presse. Mm-hmm. C'est quand même, enfin je sais pas ce que tu en penses, mais écoute, sur l'inflation, c'est quand même incroyable. Hier, il y avait Bruno Le Maire dans cette émission qui est la Doxia d'État, qui est C'est dans l'air, ou avec l'ineffable Patrick Cohen, Elisabeth Lemoine, et tu avais Nono le petit robot, Bruno Le Maire qui était là et qui disait, grâce au bouclier tarifaire, l'inflation en France a été contenue à 6,5. Je dis mais enfin, les gens sont pas complètement crétins. Ils font leurs courses. Ils voient bien que le blé a augmenté de 18%. Ils voient bien que les tomates ont été multipliées par 2. Tu regardes le prix des reblochons, des gros reblochons comme ça, ils sont passés à plus de 10 €. Les gens, ils vont bien se rendre compte quand ils font une soirée raclette que ça leur vient au double. Mais donc il y a aussi et encore une fois. J'ai l'impression aujourd'hui de vivre en Union soviétique, vous savez, où il y avait 2 journaux qui étaient les Izvestia et la Pravda. Je crois que la Pravda, ça veut dire la vérité, et les Izvestia, ça veut dire les nouvelles. Et les Russes disaient, il n'y a pas de nouvelles dans la Pravda, il n'y a pas de liberté dans l'autre. Donc, on est aujourd'hui, mais je pose la question sincèrement, où faut-il aller pour trouver une information à peu près concurrentielle, c'est-à-dire qui sortent d'un débat. Non, mais tu as vu que par exemple en France, Rumble, je crois que ça s'appelle Rumble, ben, ils ont décidé, le gouvernement français leur avait demandé de faire d'empêcher, je crois que c'était la diffusion de RT et différentes choses. De choses comme ça. Ils ont dit c'est hors de question, donc ils ne diffusent plus en France. Rien. Mais là aussi, c'est extraordinaire que toute la presse ne s'élève pas
devant un acte de censure. Regardons autre chose, un type comme Assange. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a eu accès à des informations montrant que les États-Unis manipulaient des gouvernements à l'extérieur, faisaient des saloperies, etc. Il les a publiés. C'est ce que devrait faire. C'est ce qu'avaient fait les gars du Watergate. Et Assange, ça fait 5 ans qu'il est en tôle, ou 10 ans, je ne sais pas combien, enfin en tôle ou en quasi... Là, il est en tôle, en haute sécurité en Angleterre. Ils vont le livrer aux États-Unis, et il va rester en prison à vie. Mais ce type n'a fait que son boulot de journaliste. Alors je comprends que les autres journalistes, en voyant ça, s'écrasent, mais je veux dire, mais qu'est-ce qu'attend la presse pour se révolter ? En dehors de Berkoff, qui est plutôt rigolo, lui, il n'a pas peur. Mais les autres, c'est silence dans les rangs, quoi. C'est, mais taisez-vous, mais vous savez pas ce que vous dites, mais ces gens-là sont dangereux. Vous n'imaginez pas, je le dis gentiment, mais vous n'imaginez pas le nombre de gens qui me disent, ce que vous dites, Charles, vous allez avoir un accident de vélo. Hein. Là, oui. Mais tout le monde me le dit. Donc les gens ont intégré qu'il était normal d'avoir peur de son gouvernement.